Ils sont les yeux et les oreilles de la France. Ils travaillent ici à Paris ou à l'autre bout du monde. Ce sont les agents secrets français. La clandestinité, finalement, c'est la banalité. On ne peut pas susciter la suspicion, même l'interrogation. Et si on suscite des interrogations, il faut absolument y répondre. Des agents de terrain aux analystes du siège, ils partagent secrets et contraintes d'une vie confidentielle. Il y a peut-être un certain fantasme autour de ce métier, mais la réalité est tout autre. Ces femmes et ces hommes, pour qui le silence est un sacerdoce, ont accepté de nous entrouvrir les portes de leur univers. Nous sommes dans une zone rocailleuse quelque part au Moyen-Orient. Nous n'en dirons pas plus sur le lieu du tournage pour préserver l'anonymat de l'homme qui a accepté de nous parler. Nous l'appellerons Renaud. Il est le chef du poste de la DGSE dans ce pays. Et le terrain à l'étranger, c'est la part la plus délicate du métier, car sa véritable activité ne doit être révélée à personne. Il n'a pas l'habitude de parler de son travail, mais il a accepté de nous expliquer comment il approche des personnes qui lui serviront d'informateurs et lui livreront des renseignements cruciaux sur des dossiers sensibles. Dans leur jargon, on appelle cela des sources. Au départ, on travaille beaucoup sur l'empathie. Il faut que la source nous trouve sympathique. Elle a envie de parler avec nous, qu'elle a envie de nous revoir. Quand on va dévoiler plus clairement notre jeu en disant voilà, maintenant on aimerait passer à une autre étape, forcément, pour la source, il y a un décalage. Elle se rend compte qu'il y a une dimension derrière d'intérêt. Donc là, là c'est effectivement la période la plus délicate. Pour recruter la source, il faut comprendre ce qui la pousse à prendre des risques au profit de la France et en jouer. Les intérêts qu'on appelle dans le jargon les leviers sont l'argent, l'idéologie, parce que par exemple, elle est contre le système dans lequel elle est insérée. L'autre levier, c'est la compromission, mettre la source sous pression, disant voilà, on a des informations compromettantes te concernant, alors on ne l'utilise pas, parce que les sources qui travaillent sous contrainte, en général, donnent le minimum. Et puis le dernier levier, c'est l'ego. Eh bien, on va jouer sur tous ces paramètres en les montant à des niveaux différents. Peu à peu, c'est un lien de confiance qui s'établit. Ce jour-là, Renaud a rendez-vous avec l'une de ses sources. Il prend ses précautions. Avant d'aller à un contact clandestin, il faut absolument que je m'assure qu'il n'y ait pas de service ou de personne, quelle qu'elle soit, qui m'a pris en compte, qui effectue une filature. Donc à la fois pour préserver ma couverture, mais également pour protéger la source. Vu le profil de cette source, l'itinéraire de sécurité qu'on met en œuvre aujourd'hui est quand même un petit peu renforcé pour éviter toute mauvaise surprise. Il ne nous en dira pas plus sur la manière dont son parcours est construit. Simplement qu'il doit être le plus banal possible en apparence, comme s'il allait faire ses courses. Le mot d'ordre, ne jamais attirer l'attention et savoir en un instant échapper à toute surveillance. On va continuer à pied. Nous le constaterons nous-mêmes en le suivant alors qu'il marche vers son rendez-vous. Au détour d'une rue, il disparaît. Pendant cette entrevue avec la source, Renaud obtiendra des informations qui seront transmises ici. Nous sommes dans le 20e arrondissement de Paris. Derrière ces murs sous très haute protection, des ingénieurs, des traducteurs, des spécialistes en relations internationales, des techniciens, des mathématiciens. Plusieurs milliers de militaires et civils recueillent et analysent tout renseignement qui touche à la sécurité de la France. Au bout de ce couloir, Lisa est à la tête d'une section de quelques agents. Pour traquer les terroristes qui menacent la France ou les Français à l'étranger, elle dispose de nombreux outils, images satellites, écoutes téléphoniques. Il y a quelques mois, grâce à l'interception d'un appel entre deux djihadistes, elle découvre l'existence d'une cellule terroriste dont les membres ont un passé plutôt inquiétant. Ces deux individus avaient des contacts avec des cadres importants d'Al-Qaïda. Donc quand on a des gens avec un tel passif, on décide de les suivre. On recueille des indices successifs qui nous permettent au final d'avoir la certitude que ces individus souhaitent préparer un attentat terroriste. Et ça, on le sait comment?
On le sait grâce à plusieurs interceptions. Oui, chef, bonjour. Comment ça va? Lors de cette conversation, l'homme qui s'apprête à passer à l'acte parle avec le commanditaire de l'attentat et livre des indices précieux. Concernant le projet que tu m'as proposé de faire, je suis prêt, je suis entièrement prêt. Je vais aussi leur demander le visa. Je vais leur dire que je suis un étudiant qui veut faire ses études en Europe. Je suis à ta disposition. Le projet d'attentat se précise, mais pas encore assez pour arrêter les terroristes. Après les moyens techniques, ce sont les moyens humains que l'équipe de Lisa va mobiliser. Antoine est ce qu'on appelle un officier recherche. C'est lui qui va demander aux agents à l'étranger, comme Renault par exemple, d'envoyer leurs sources sur le terrain à la recherche d'informations. On appelle cela orienter les sources. Nous connaissons les accès de nos différentes sources, leurs possibilités. Et donc en fonction de ça, on va demander à telle ou telle source de nous éclairer sur telle personne. Et ce, on faisons attention, nous faisons en sorte qu'elle prenne le moins de risques possible. On apprend notamment grâce à cette source humaine que cet attentat visera plus précisément des diplomates français et américains dans un pays du Proche et Moyen-Orient. Donc on sait qu'on doit agir dans une certaine urgence. C'est le moment de l'entrave. La section décide de faire arrêter les auteurs du projet d'attentat par les forces de sécurité du pays dans lequel ils se trouvent. Des opérations sensibles dont est informé le sommet de l'État jusqu'au président, via des notes qui arrivent entre autres sur le bureau de cet homme, Jacques Audibert, le conseiller diplomatique de François Hollande. Je vous en montrais des notes de la DGSE. Ah non, bah, sûrement pas. D'ailleurs, ça tombe bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans celui-là. Désolé. Avoir son propre renseignement, c'est un élément de souveraineté absolument déterminant. Et les situations sur le terrain, si on n'est pas capable de les évaluer nous-mêmes, on est aveugle. Et quel que soit le résultat d'une opération, échec ou succès, la règle reste la même. On ne communique pas. Il y a beaucoup de succès qui restent secrets ou discrets, d'attentats qui ont été déjoués. Et nous en avons, nous, déjoué un certain nombre visant nos intérêts à l'étranger. Quand un attentat se produit malheureusement sur le sol français ou à l'étranger, où meurent de nos compatriotes, comme c'était le cas à Tunis ou à Bamako, eh bien c'est un échec pour nous, parce que la menace n'a pas pu être prévenue en amont ou sur le sol national. Lisa, elle, a simplement le sentiment du devoir accompli après cet attentat déjoué. Et elle gardera ce succès juste pour elle et pour son équipe. La nécessité de garder notre travail secret nous paraît une évidence. Je pense que vous l'avez également très bien compris. On ne peut pas expliquer à nos proches et des personnes qui ne sont pas sensibilisées à la sécurité de la DGSE ce qu'on fait pour les protéger et puis pour protéger nos intérêts. Donc ça nous paraît tellement évident que c'est important, que ce n'est pas compliqué à cacher au jour le jour. Ça n'a rien à voir avec les films que l'on peut voir. C'est un peu plus complexe que ça, mais tout aussi stimulant. Depuis les attentats de janvier, Lisa, comme la plupart de ses collègues, rentre chez elle avec une appréhension, être passée à côté d'une information essentielle.